sponsor du jour, Pelicano Épicure. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de prendre une nouvelle fois un peu de votre temps pour cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre page Facebook, dans la tribune et dans la rubrique Tête à Tête. Les 4 dernières émissions ont été suivies par 8000 fidèles. Merci à notre sponsor du jour, Pelicano Épicure, produit canadien que vous retrouvez dans les halles de Nîmes et les épiceries fines. Cette émission est la vôtre. Elle est ouverte à la culture régionale et à la politique. Ce matin, nous recevons dans le cadre de cette émission, au restaurant Le W Square de la Couronne chez Alain Moula à Nîmes, Sybille Jeannequin. Bonjour Sybille. Bonjour Patrick. Conseillère fédérale chez Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire conseillère nationale. C'est ça. Membre du bureau politique régional du Languedoc-Roussillon en tant que porte-parole du Languedoc-Roussillon. Tout à fait. J'ai tout bon. Alors, seras-tu sur la liste des européennes? Oui. Tu es sur la liste Je suis sur la liste des européennes. D'accord. Pour l'instant, la liste n'est pas finalisée, donc on ne sait pas encore quels seront les noms des 79 candidats. Nous n'avons que les 16 premiers candidats qui sont finalisés et validés, dont je peux te parler, mais pour les autres, c'est-à-dire du 17e au 79e, les choses ne sont pas encore fixées. Vous avez un congrès au mois de mars, le 16 mars. Tout à fait. 16 mars et mai, je crois. Et non, en juin. Et en juin. Mars, 16 mars et au mois de juin. C'est ça. Donc là, les choses seront en mai, les choses seront finalisées. Les choses seront finalisées. Tout à fait. Thierry Combel, bonjour Thierry. Merci, bonjour Patrick. Tout va bien? Tout va pas trop mal. Bon, président de Chasse, Pêche, Nature et Tradition, conseiller au Bureau national, membre fondateur et conseiller politique de la droite rurale, Oui, LDR, un nouveau parti. pas MDR, LDR. LDR. Chasse, Pêche, Nature et Tradition est un parti politique français créé en 1989. Sous la forme d'une association, son objectif est de défendre un certain nombre de valeurs traditionnelles de la France rurale, notamment la chasse également. Et pourtant, tu n'es pas trop chasseur, toi. Je suis pas trop chasseur et justement, comme CPNT était très axé sur la chasse et la pêche, et qu'il y avait une réelle demande de la droite, nous créons la droite rurale. Alors, la droite rurale, c'est-à-dire que toi, tu es membre, enfin, tu es soutenu par les Républicains. Soutenu, non, on est indépendant, on est très proche des Républicains, on travaille... Enfin, votre patron, c'est quand même Wauquiez. Ah non, notre patron, pour le moment, de la droite rurale n'a pas été Oui, désigné. mais au point de vue national, les Républicains, parce que Les tu es un Républicains, quartier républicain. Je suis au Républicain également. Oui, Donc tout à fait. Wauquiez, de la droite, plus droite que droite. Non, moi je pense que la droite rurale sera là pour fédérer toutes les droites. Vous pouvez faire partie de 2 partis à la fois. Chasse, pêche, nature et tradition et les Républicains, oui, on a droit à la double, d'accord. À la double adhésion. appartenance. Voilà. Et non, la droite rurale sera plus pour moi un parti rassembleur où on se doit de réunir toutes les droites qui sont alors d'aujourd'hui en grande difficulté. D'accord. Bon, alors sachez que nous sommes à Nîmes, bien sûr. Nous sommes regardés un petit peu partout. Et tant mieux, et merci encore de votre fidélité, vraiment. Alors vous savez qu'il se passe toujours quelque chose à Nîmes. Achat, vente, par exemple, Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, suit de près la vente du stade des Costières à Ranif Assaf, président de Nîmes Olympique. Toujours Jean-Paul Fournier, le signe d'une nouvelle candidature, peut-être pour 2020. Nous le saurons en septembre ou en octobre. Nîmes Métropole, pour créer la ligne T2, transport collectif en site propre. Là, ça me fait un petit peu sourire, nous allons en reparler. Nîmes Métropole va acquérir Carrefour Market à Pissevin. Si Carrefour a fermé, c'est qu'il ne marchait pas, a dit Richard Tibirino. Franck Proust et les Européennes, ils devraient être normalement à la entre la 7e et 9e place pour être en mesure de se faire réélire le 26 mai, les Européennes. Il est important d'aller voter, de se déplacer. Absolument, indispensable. Chez les communistes, et toujours pour les européennes, la campagne est lancée. Seul Gardois à être présent sur la liste proposée par le Parti communiste en vue des élections européennes fixées le dimanche 26 mai, comme je le signalais tout à l'heure. Denis Lannoy,
que nous recevrons ici même, puisque c'est un acteur culturel également, de la Vignimoise, a été officiellement présenté mardi dernier dans les locaux du Prolet, entouré de Vincent Bouget, secrétaire départemental. Réforme du permis de conduire. Françoise Dumas remet son rapport. Nous allons l'évacuer, pardon, pas Françoise, mais le rapport, puisque on ne sait pas trop où ça en est. Elle a été missionnée pour réfléchir et aménager l'examen du permis de conduire. Les étudiants, et là c'est important. Enfin, tu peux remarquer que c'est un rapport qui fait bondir toutes les auto-écoles. Exactement, exactement. Donc si tu veux, nous aurons l'occasion d'en reparler. Une réunion qui a été prévue, je suis d'accord avec toi, une réunion qui a eu lieu mardi dernier par les étudiants du CREN, oui, à la Grande Bourse. Donc c'est le CREN, c'est le centre de réflexion des étudiants de Nîmes qui a organisé le 13 février le grand débat national. Et parmi les idées les plus populaires, la reconnaissance du vote blanc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi oui, puisque les gens qui sont déplacés voter, même s'ils votent blanc, ils ont voté, donc je pense que c'est à prendre en considération. Vous aussi ? Ah oui, tout à fait, ça c'est une idée que nous avons toujours, défendue. La reconnaissance du vote blanc, ça a toujours fait partie de notre programme. Ça, nous sommes tout à fait d'accord avec la reconnaissance du vote blanc. Très bien. Alors moi j'ai une première question donc, qui me brûle déjà les lèvres. Vos deux partis défendent certaines causes, certaines valeurs, l'une à gauche, l'autre à droite. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas vous cohabiter, Europe Écologie Les Verts et toi par exemple, le parti que tu vas créer, que vous allez créer, et parce que vous partagez les mêmes valeurs quand même. Je ne sais pas, écoutez, nous n'avons pas encore discuté, donc peut-être que nous en partageons certaines, mais peut-être pas toutes. Proche de la nature. Sinon, M. Combrel ferait partie d'Europe Écologie Les Verts. Alors proche de la nature, tous les deux, on ne peut pas le nier. Les écologistes défendent l'agriculture, comme vous. Ça dépend quelle agriculture. Il y a l'agriculture agroalimentaire industrielle intensive et il y a l'agriculture des petits producteurs. Il y a l'agriculture donc biologique. Europe Écologie les Verts détiennent plutôt les petits nous défendons l'agriculteur des petits exploitants et nous défendons l'agriculture biologique. Donc nous ne défendons pas les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture intensive et qui utilisent des pesticides, des herbicides. C'est là où on peut avoir un petit désaccord, même s'il n'est pas... Si sur le fond on a les mêmes idées, peut-être sur la forme on n'a pas les mêmes idées. Parce qu'alors d'aujourd'hui nous on souhaite défendre tous les agriculteurs en général. Et pas par de l'écologie punitive, mais de l'écologie constructive. Ça veut dire quoi l'écologie punitive ? Je vous prends l'exemple du glyphosate. Ouais. Le glyphosate, M. Macron est revenu là dernièrement dessus, il sera interdit d'ici 5 ans, alors que c'est dans 1 an. Le glyphosate, vous savez qui est le plus gros consommateur de glyphosate en France ? Les paysans. Eh ben non, c'est la SNCF. Ah bon ? Ah oui, pour les lignes de chemin de fer. Pour ces rails. On va pénaliser sur de l'écologie punitive les agriculteurs, alors que les agriculteurs, j'étais encore dans des vignes avec des viticulteurs samedi dernier à Calvisson, c'est 1 litre de glyphosate par an et par hectare. Et la CNCF, c'est 40 tonnes de glyphosate par an. Donc qu'on s'attaque déjà à ces gens-là, qu'on laisse le temps aux paysans, aux agriculteurs, que ce soit du bio, pas du bio, etc., de se retourner et d'évoluer avec son temps. Et là, je pense que tout le monde sera d'accord. Et on pourra trouver, et vous et nous, un même chemin de pèlerinage. Mais quand on veut interdire le glyphosate n'est pas interdit que pour les agriculteurs, il est interdit pour tous ceux qui utilisent le glyphosate. Donc ce n'est pas particulièrement les agriculteurs ne sont pas tout à fait visés tout seuls. Et puis vous me parlez de trouver des alternatives. Il en existe déjà. Il y a déjà des exploitations qui tournent très bien, qui font du bénéfice et qui marchent très bien et qui n'emploient pas de glyphosate. Donc je pense que c'est plutôt une question de volonté. C'est plus une question de volonté qu'une question de... Après, il faut leur laisser le temps de se retourner. Les agriculteurs, financièrement, ils sont assez en difficulté. Alors oui, il y a des alternatives. J'étais avec l'agriculteur, il m'expliquait qu'il faisait pousser des trèfles maintenant dans les vignes, parce que le trèfle empêchait les mauvaises herbes de pousser, et que les racines du trèfle permettaient de moins labourer parce qu'elles allaient plus profondes dans la terre. Oui, c'est une alternative qui coûte rien, qui est bio, etc. Mais punir comme ça du jour au lendemain les agriculteurs, non. Donc là, c'est revenir en arrière, c'est-à-dire planter du trèfle, c'est comme on faisait il y a 50 ans. Oui, tout à fait. Ce n'est pas punir, ça fait très longtemps qu'on parle des dangers du glyphosate, donc ça fait déjà un certain moment
que les agriculteurs pouvaient se débrouiller, enfin pouvaient passer à une transition Est-ce qu'ils en ont eu les moyens? agricole. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'ont fait, donc c'était possible. Simplement, il y en a qui ne l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire. Il y en a beaucoup qui nous disent on ne le fait pas parce qu'on n'en a pas envie, parce que ce n'est pas dans nos traditions, parce qu'on a toujours travaillé comme ça, on ne veut pas travailler différemment. Donc je pense que c'est plus une question de volonté parce qu'ils n'ont pas forcément compris le pourquoi de l'arrêt du glyphosate. Parce que le glyphosate, ce n'est pas qu'une punition pour les agriculteurs, ça les empêche d'être malades. Je vous signale qu'il y a énormément d'agriculteurs qui ont des graves maladies, qui ont même des cancers, liés à l'utilisation de ces produits. Donc ce n'est pas qu'une punition pour les agriculteurs, c'est au contraire leur permettre d'être en meilleure santé, pour eux, pour leur famille. Il y a énormément de problèmes. Ouais, moi je suis à moitié d'accord. Je sais pas, par exemple, je vous pose la question, les aides au bio viennent d'être supprimées par l'État. Oui, mais c'est catastrophique. Et j'ai jamais entendu les Verts en parler. Ah bah si, on n'a pas arrêté de... on en a beaucoup parlé, on a fait des communiqués de presse, on en a énormément parlé. Ah si, mais ça, on est complètement catastrophé. D'accord, parce que moi le premier. Mais on est catastrophé. Alors d'aujourd'hui, on supprime le glyphosate et derrière, on supprime les aides sur le bio. Ah ben on est catastrophé. Alors ça, je peux vous le confirmer. Europe Écologie Les Verts, comme à mon avis tous les écologistes, même ailleurs qu'Europe Écologie Les Verts, même ceux qui ne sont pas dans des partis politiques, sont catastrophés par l'arrêt du bio. On arrive à trouver Vous arrivez à trouver quand même un point commun. Il suffit de discuter aussi. Voilà, un genre intelligent. Moi, mais c'est catastrophique. Je voulais vous... Un agriculteur, un paysan, un chasseur, est-il écologiste? Bien sûr. Bien sûr. Je pense que la chasse est mal perçue par rapport à certaines associations qui font du lobby sur les contre-chasses, etc. Mais alors d'aujourd'hui, moi le premier, je défends une chasse adaptative. Une chasse, pardon ? Adaptative. Adaptative. Voilà. Qui permet de réguler les espèces et qui permet de pouvoir faire des prélèvements sur les espèces. Parce qu'on se rend compte, dernièrement, il y a eu un gros problème avec les sangliers du Nord, avec une maladie porcine qui arrivait, etc. Et si les chasseurs n'avaient pas été là pour justement attraper ces sangliers pour éviter que ça se disperse, je pense que... Sybille, qu'est-ce que tu as à répondre à cela? Sur le fait que les chasseurs soient des écologistes, eh bien écoute, je dirais que ce n'est pas parce qu'on se promène dans la nature, sur tous les terrains et par tous les temps, que l'on est écologiste. Il y a beaucoup de personnes qui se promènent dans la nature, qui sont écologistes, et d'autres qui ne le sont pas. Moi je pense que pour être l'écologie, qu'est-ce que c'est qu'un écologiste? J'allais te poser la question. C'est quelqu'un qui a une conscience écologique, qui a une conscience de l'impact de ses actes sur l'environnement, et quand il détecte un impact négatif, il cherche à le transformer, il cherche à l'annuler. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lance des alertes, donc un écologiste ça peut être un lanceur d'alerte, il propose des alternatives où il agit. L'écologie, c'est intégrer les enjeux environnementaux à une organisation sociale, économique et politique. Donc c'est loin des objectifs de la chasse. La chasse, c'est une activité, c'est un sport. Moi, je dirais il peut y avoir des chasseurs écologistes, bien évidemment. Mais à mon avis... il peut y avoir des chasseurs écologistes, donc ce qui veut dire qu'ils ne le sont pas tous. Un chasseur peut être écologiste s'il ne jette pas ses cartouches pleines de plomb sur la terre et qui polluent les nappes phréatiques, s'il ne pratique pas le braconnage, s'il ne tue pas des espèces en danger ou des espèces protégées, s'il n'achète pas des animaux d'élevage, s'il ne pratique pas la chasse à la glu, s'il ne chasse pas les oies cendrées comme le gouvernement vient de le permettre, alors que c'est interdit partout en France. Alors là, je vous reprends parce que c'est... Et que ces oies sont en pleine période de migration et donc de reproduction. Je pense qu'un chasseur, on pourrait dire qu'un chasseur est écologiste lorsqu'il, au lieu de s'armer de son fusil, aura un panier dans les mains et ramassera les mégots, les canettes de bière, les bouteilles en plastique et tous les sacs plastiques qu'il y a dans la forêt et la campagne. Alors moi, je vais vous reprendre sur 2 points. La première, c'est qui s'occupe de la biodiversité? Parce que je crois que les chasseurs ont été vraiment conscients à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a des espèces en voie de disparition. Qui c'est qui replante à l'heure d'aujourd'hui des haies pour que les insectes et les oiseaux viennent? C'est les chasseurs. Qui finance les dégâts des sangliers? C'est les chasseurs. Donc en plus de l'écologie, il y a quand même un enjeu économique énorme au niveau de la chasse.
mais sachant que oui, on nettoie la nature, oui, les pêcheurs nettoient les rivières, ça. Je voudrais vous reprendre sur les oies cendrées. Moi, je suis d'accord sur ce que vous dites, sur le fond, mais pas sur la forme. Nous, les chasseurs, ils avaient proposé un quota d'oies à chasser pour les prélèvements, pour la régulation de l'espèce, etc. Je suis d'accord qu'on l'interdise en France à une condition, que dans les pays nordiques, en Europe, vous savez comment ils les tuent là-bas? Ils les gazent, ils les tuent à coups de bâton, les oies sauvages. Donc, une fois que sur cette loi des oies sauvages, tout sera uniformisé au niveau de l'Europe, là, je vous dirais, on en reparle en France. Bien. Alors, moi, je ne suis pas capable de alors, l'entendre. pour continuer à parler des oies cendrées, oui, effectivement, on les chasse aux Pays-Bas, mais il faut savoir que les oies cendrées des Pays-Bas ne sont pas les mêmes qu'en France. Si les oies cendrées sont tuées... Je ne parle pas du Pays-Bas, moi. Je parle sont tuées dans les Pays-Bas, je ne sais pas de quelle manière on les tue, mais je sais qu'elles sont tuées parce qu'elles causent des ravages, parce que ce sont des espèces sédentaires. Alors que les oies cendrées, les oies grises qui passent en France, ce sont des oies migratoires, des oies nomades qui ne causent absolument aucun dégât. Donc il n'y a aucune raison, Bien, on va les laisser vivre tous ces braves bêtes. On va avancer dans... Je voulais parler des sangliers aussi. Ah oui, mais alors, tu sais que l'émission va vite, hein, ça passe très très vite. parler Bon, des les sangliers, Puisqu'on parlait grâce aux chasseurs, ils ont été... Oui, mais puisqu'on parlait de régulation, et nous ne sommes pas tout à fait d'accord, parce que s'il y a une surpopulation de sangliers, c'est aussi parce que les sangliers ont beaucoup acheté des animaux d'élevage qu'ils lâchaient dans la nature quelques jours avant les chasses. Et ce sont toutes ces bêtes sauvages, tous ces élevages interdits qui ont proliféré d'une façon incroyable. Donc, être régulateur, oui, on peut être régulateur, mais à condition de ne pas... il y a des millions, je ne sais plus combien, mais il y a des millions d'animaux d'élevage qui sont Très bien, fermons les bancs. Largués dans la campagne et dans les forêts. Bon, environnement, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, veut inviter le climat au grand débat national. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut bien qu'il existe, parce que c'est vrai que depuis le départ de Nicolas Hulot, où il a dû avaler certaines couleuvres, il a du mal quand même à exister. Qu'est-ce que tu en penses, Sybille? Inviter le climat et parler du climat et sauver le climat, c'est une très bonne idée. Mais quand on entend monsieur Macron qui ferme la porte à toutes les propositions écologistes que l'on fait, on peut en discuter, c'est très bien d'en discuter, mais ce sont les actions qui comptent. Il invite les 100 signataires de la pétition sur le climat à débattre avec lui. Bon, ça peut être intéressant quand même. Ah oui, non, débattre, c'est toujours très intéressant. C'est comme tout, hein. Monsieur Macron, il fait plein de choses, mais sur la forme, c'est bien, mais sur le fond, le grand débat... justement, le grand débat, qu'est-ce que vous en pensez ? Le grand débat, moi, je suis super content de voir un dialogue s'instaurer. Ça, c'est la forme, mais sur le fond, qu'est-ce qui va en ressortir? Je me pose la question. Donc, apparemment, ce grand débat, ce qui va être proposé est déjà dans les boîtes, parce que... il a déjà dit qu'il ne ferait pas ça, qu'il ne ferait pas ça, qu'il ne ferait pas ça, qu'il ne ferait pas ça. Donc on peut en parler, c'est toujours intéressant. Justement. C'est toujours intéressant de discuter. Mais les choses sont tellement cadrées, il a tellement dit quels étaient les sujets qu'il n'aborderait pas, et qu'il a aussi dit sans arrêt, ainsi que M. Philippe, qu'il ne changerait pas de cap. Donc on s'est dit, à la limite, à quoi discuter si de toute façon rien ne changera. Et est-ce que les gilets jaunes sont importants justement là-dessus? C'est bien qu'il y ait une mini-révolution, qu'ils aient ouvert des portes justement pour pouvoir montrer au gouvernement qu'il y avait quand même des gens qui étaient dans la misère, qui gagnaient peu d'argent. On en parlait tout à l'heure. Certaines personnes ne vivent même pas avec 800 € par mois. Oui, en dessous du seuil de pauvreté. En dessous du seuil de pauvreté. Et c'est justement pour... Oui, non mais ça je suis tout à fait d'accord. C'est le désespoir qui a poussé... tous ces gens à enfiler un gilet jaune. Excusez-moi, et ce désespoir existait depuis de nombreuses années. Bien sûr, bien sûr. C'est Macron qui l'a pris dans la tête. Moi, je suis pas pour Macron. Le plus dur, c'est les oubliés, les gens autonomes et responsables qui, alors d'aujourd'hui, se retrouvent ni dans la politique, ni sur les gilets jaunes. Ils subissent de plein fouet les 80 km/h, l'augmentation de l'essence, et ces gens-là, ils disent rien. Ils subissent l'augmentation du sel, des sodas, de l'alcool, ils disent rien. Ils subissent les hausses du gaz, de l'électricité, ils disent rien. Et alors d'aujourd'hui, ces gens-là, ils sont entre les gilets jaunes et les politiques. Les politiques, ils n'ont plus confiance dans les politiques.
et ils n'ont pas confiance dans les gilets jaunes parce qu'ils ne se retrouvent pas non Et plus. ne crois-tu pas Oui, parce que les politiques ont récupéré les gilets jaunes? Ben, Attends, exactement, oui, c'est attends, scandaleux. je veux continuer par rapport à ce que dit monsieur, je suis tout à fait d'accord, mais parce que justement les gouvernements n'ont pas proposé des alternatives pour sortir, pour proposer des alternatives à tous ces problèmes. Ben là, c'est quoi? C'est les artisans, c'est les commerçants Oui. qui subissent, qui disent rien. C'est les agents de maîtrise, c'est les cadres moyens qui font que payer, qui ne disent rien. Non, là, ils n'ont pas d'aide sociale, ils n'ont rien, ils disent rien et ils payent. Donc là, alors d'aujourd'hui, c'est normal que quelque part Là, je suis tout à fait... la soupe bouillonne et Ouais. que voilà, il ne faut pas oublier ces gens-là. C'est eux les fiertés de la France et c'est à eux qu'il faut rendre toute cette fierté d'être français. Ne pensez-vous pas qu'ils Attends, je aient suis tout à fait récupéré... d'accord. Le problème, qu'ils aient c'est été- l'injustice fiscale. On ne peut pas demander aux mêmes de payer et exonérer les personnes qui gagnent le plus d'argent, comme les multinationales, les grosses entreprises, comme les personnes qui devraient payer l'ISF. On ne devrait pas exonérer tous ces gens-là et demander toujours aux mêmes, De comme payer. on a demandé aux gens qui touchaient l'APL, et tu sais comme moi que les personnes qui touchent l'APL sont des personnes qui ont des revenus très modestes et que c'est à ces gens-là qu'on a enlevé 5 euros. C'est absolument inadmissible. Alors que les autres, pour qui 5 euros, 50 euros ou peut-être même 500 euros ne représenteraient pas grand-chose sur leur budget, c'est absolument inadmissible. Donc on comprend que ces gens explosent. Alors ce qui est dommage, c'est que cette explosion soit arrivée à des manifestations de violence. Et là, je pense qu'on est tous à être contre les manifestations de violence, mais il n'en reste pas moins que si on enlève ces manifestations de violence, ces personnes ont absolument raison C'était nécessaire, disons. d'enfiler un gilet jaune pour dire que Et rien ne va. maintenant, donc ça a débuté le 17 novembre. Maintenant, ne pensez-vous pas que les gilets jaunes ont été récupérés par les syndicats? Bien sûr, les syndicats, et on le Et- voit, c'est... Encore, je regardais une vidéo dernièrement sur le net, quand on voit un groupe Gilets jaunes extrême gauche et un groupe Gilets jaunes extrême droite se battre entre eux, ça devient du n'importe quoi. Oui. C'est plus crédible. Oui, écoute, Vas-y. je ne sais pas s'ils ont été récupérés par des syndicats ou par des partis. Je pense que les gilets jaunes sont des gens qui sont très divers. Ils sont très divers. Comme Moi, la- je trouve que c'est Voilà. le peuple. Mais qui Voilà, ils sont s'indigne, très hein. divers, comme Mais la c'est bien. société française. Donc il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens du centre, il y a des gens qui ne savent pas où ils sont, il y a des gens qui ne veulent pas être quelque part. Donc je ne sais pas s'ils ont été récupérés. Ils sont la représentation du peuple français. Par contre, quelque chose qui m'a extrêmement gênée, je crois que c'est une image qu'on a vue, alors je ne sais, je crois que c'est au Parlement européen, où on a vu M. Philippot qui a parlé avec un gilet jaune en se cachant l'œil et pour parler au nom des gilets jaunes. Là, franchement, je trouve, Oui, mais le je trouve Rassemblement que national, je c'est trouve que quoi? c'est très C'est choquant. que faire du buzz, il n'y a C'est pas de très fond. choquant. Le Front National, le Rassemblement national, c'est le buzz, point final. Il n'y a rien derrière, donc voilà. Donc il ne faut pas s'arrêter. Justement, moins on va regarder ce style d'image, et plus on va les laisser... Oui, mais les chaînes info font que c'est diffusé montre ce 24 genre, heures sur voilà, 24. hein. montre ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier, par contre, que tout cela ne fasse pas oublier qu'il y a énormément de Français qui souffrent et dont il faut absolument s'occuper. Et donc c'est aussi indispensable de passer par la transition énergétique, parce que si ces gens qui sont à la campagne sont obligés de se servir de leur voiture pour aller à l'école, pour faire leurs courses, pour aller travailler, etc., c'est parce qu'on n'a proposé aucune alternative. Si on avait développé les trains du quotidien, si on avait développé des pistes cyclables, si on avait développé, ou le télétravail. Je pense que c'est surtout parce que les gens se sont rendus compte que c'était une grosse aberration en fait, parce qu'ils ont augmenté le gasoil. Mais quand vous regardez, c'était pas pour l'écologie en plus, l'augmentation du gasoil ou de l'essence. Ce qu'ils allaient récupérer sur le carburant, ça correspondait à 100% à la somme qu'avait fait cadeau M. Macron sur la taxe d'habitation. Je suis tout à fait d'accord. Donc Ce voilà. n'était absolument pas une fiscalité écologique. Quand on prend les gens pour des imbéciles, Je suis bien d'accord. c'est obligé que ça casse. Et l'objectif premier de la taxe carbone, par exemple, s'inscrit dans le cadre de mesures destinées à lutter contre le réchauffement climatique. Donc on est bon là. Oui, on est bon, mais sauf que ce n'est pas mis du tout en application. Alors je ne sais pas si tu es au courant, il y a Yves Cochet, qui est personnalité d'Europe Écologie Les Verts, qui a proposé, je crois, hier, il l'a proposé un petit peu partout, il y a des articles dans les journaux qui proposent une carte carbone. C'est-à-dire que chaque personne
en gros, ce serait comme une carte de rationnement. Je schématise. Chaque personne aurait une carte et aurait droit d'utiliser un certain nombre d'unités carbone dans sa vie. Donc il y a des gens qui en dépenseraient plus et qui en dépenseraient moins. Donc ceux qui peuvent en acheter à ceux qui en dépensent moins, et ceux qui n'en dépensent pas seraient remboursés auraient un bonus s'ils ne dépensent pas leur carte carbone. On va faire compliqué là quand même. Je sais pas, écoute, c'est une solution qu'il a lancée. Sur l'environnement par exemple, et ensuite on mettra un terme à cette émission, l'environnement, le ministre de Tradition et Écologie, François de Rugy, donc je vous en avais parlé. Alors, je voulais justement vous donner quelques chiffres. Benoît Hamon vient de proposer une consultation aux électeurs de gauche sur la nécessité ou non d'une alliance ouverte avec le PC, Parti communiste français, la France insoumise et Europe Écologie Les Verts. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'arrivez-vous pas à vous unir tous, toute la gauche? Je parle de la gauche. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoute, les élections européennes, ce sont des élections européennes. Donc ce sont des élections qui sont faites pour élire des députés qui siégeront dans un groupe au Parlement européen pour prendre des décisions. On sait très bien que les socialistes, qu'ils soient socialistes du Parti socialiste, qu'ils soient de Génération S, s'ils sont élus, vont grossir le groupe des socialistes et démocrates du Parlement européen. Donc nous ne devons pas du tout grossir le groupe des Verts. Donc pourquoi prendre sur notre liste des personnes qui vont se faire élire et qui vont être dans un autre groupe et qui ne vont pas voter de la même façon que les Verts européens votent. Donc nous, ce que nous voulons, c'est qu'un vote vert serve à élire un député vert qui siégera dans un groupe vert pour prendre des décisions vertes. On comprend un peu mieux. Donc t'as pas l'air convaincu là. Si, j'écoute avec beaucoup d'attention. Donc si tu veux, on n'est pas là pour faire de la politique nationale. Comme le dit Jadot, on n'est pas là pour faire une tambouille de façade électorale nationale. Il s'agit d'élections européennes pour créer un groupe de députés européens. Donc il faut une ligne claire, cohérente, de personnes qui votent de la même façon. Quelques chiffres sur les sondages concernant toujours les européennes, parce que nous en parlons justement ce matin. La liste du Rassemblement national devant celle de la République En Marche, avec 22% d'estimation des intentions de vote. Viennent ensuite la République, les Républicains, 12%. La liste Europe Écologie Les Verts, vous êtes crédité de 8%. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et Aujourd'hui. On te fera comment? Alors, sachant que vous auriez tous pu perdre des voix avec, si cette dame s'était maintenue. Madame Levasseur? Madame Levasseur, alors elles viennent, on le sait. Non. Les statistiques, tous les sondages précédents avaient dit que s'il y avait une liste Gilets jaunes, cela enlèverait des voix à l'extrême droite et à En Marche, pas aux autres partis. Très bien. Un référendum le jour des élections européennes, c'est une bonne solution. Et nous allons clôturer là-dessus malheureusement, parce que le temps passe vite. Je crois que de toute façon la décision a été prise par le gouvernement, ça ne sera pas au moment, le problème ne se pose plus. Je crois qu'il a dit que ce référendum ne se ferait pas le jour des élections européennes. Très bien, écoutez, moi je voulais vous remercier d'être venu dans cette émission. Nous sommes en direct, les bruits font partie de notre émission. La glace est cassée entre nous. Thierry Combel, je voulais te remercier d'être venu dans cette émission. Merci de l'invitation et de me donner la parole. De te donner la parole. Et puis il va y avoir les municipales, nous aurons l'occasion de nous revoir. Merci aussi à toi, Sybille. Merci Patrick. Nous aurons l'occasion de nous revoir. Tout à fait, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance. Tu ne le connaissais pas, Thierry Non, Combel? je ne le connaissais pas, nous ne le connaissions pas, donc maintenant nous le connaissons. Une nouvelle fois, merci à notre partenaire du jour, Pellicano. Merci à toi, Benjamin Baron, d'être toujours à la vision derrière ton objectif. Merci à toutes, merci à tous. À très bientôt. Bye bye.